Bonjour à toi, ô peuple de l'Isat. Je me permets de t'apostropher par cette belle matinée de partiel et dans cette belle chemise absolument pas repassée pour te parler de matériaux piézoélectriques. Malheureusement, comme je n'y connais rien et que cet ordinateur est dépourvu d'une connexion internet me permettant de consulter Wikipédia, c'est Loïs qui va nous en parler. Mais d'abord, générique. Vous avez vu le générique? C'est quelque chose, hein? Bien, les matériaux piézoélectriques sont présents à peu près partout en électronique. Mais dis-moi Loïs, qu'est-ce que c'est qu'un matériau piézoélectrique et comment fonctionne-t-il? Le principe d'un matériau piézoélectrique est assez simple. Lorsqu'on exerce une contrainte sur ce matériau, un courant électrique est généré à ses bornes. Mais là où le phénomène devient intéressant, c'est qu'il est réversible. En effet, si on exerce un courant électrique aux bornes de ce matériau, en fonction de s'il est positif ou négatif, le matériau va avoir tendance à se rétracter ou à s'allonger. D'accord, je vois. Donc, avec ce que tu m'expliques, on pourrait payer des gens pour appuyer sur des matériaux piézoélectriques toute la journée et on produirait toute l'électricité dont on aurait besoin. Mais péter l'uranium, on s'est rendu compte que ça marchait vachement mieux quand même. Bref, la piézoélectricité a été découverte au début du 19e siècle suite aux travaux faits sur la pyroélectricité. La pyroélectricité, c'est un phénomène assez simple, puisque c'est un peu comme la piézoélectricité, à la différence que le courant ne va pas être créé par une différence de pression aux bornes du matériau, et par une différence de température sur ce matériau. Et c'est au début du XXe siècle qu'on a vraiment compris à comprendre. Mais c'est seulement au début du XXe siècle qu'on a vraiment compris le pourquoi du comment du fonctionnement de ce matériau. Et comme d'habitude, c'est au niveau moléculaire que ça se passe. Pour que vous compreniez mieux, on va prendre un exemple assez connu, le quark. C'est un matériau piézoélectrique avec une structure moléculaire assez simple. Au repos, la structure est de telle sorte que les barycentres des charges positives et négatives sont confondus, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Lorsqu'on applique une charge, les atomes vont se décaler et les barycentres ne seront plus confondus. Une différence de potentiel se crée alors, et donc un champ électrique. D'accord, je vois. En fait, c'est très simple comme fonctionnement. Oui, en effet, le fonctionnement est assez simple. Toutefois, il existe des matériaux avec des structures beaucoup plus complexes, créées artificiellement, afin d'améliorer les propriétés du matériau. On retrouve notamment les céramiques à base de titano-zirconate de plomb. Zirco quoi? Titano-zirconate de plomb. Ah ouais. Titano-zirconate de plomb. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Le titano-zirconate de plomb, donc, est un des matériaux les plus utilisés dans les applications de la piézoélectricité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il allie à la fois une méthode de fabrication relativement simple et des propriétés plutôt intéressantes. Il fait appel à la structure perovskite. Je te préviens, si tu refais la même que tout à l'heure, tu sors. Hello, darkness, my old friend. Il s'agit d'une structure de la forme A2+, B4+, O3 de moins. L'atome O représentant l'oxygène, en blanc sur le schéma, l'atome B le plomb, en bleu sur le schéma, et enfin l'atome A étant réparti entre le titane et le zirconate, dans des propriétés que l'on peut faire varier, et c'est justement la proportion de ces deux derniers atomes qui va conférer à notre matériau des propriétés piézoélectriques plus ou moins intéressantes. Oui, je commence à saisir ton histoire de Zirco machin, mais pourquoi cette structure serait-elle piézoélectrique? De la même manière que précédemment, lorsque l'on soumet notre matériau à une contrainte, sa structure va se déformer. Or, les atomes de zirconate et de titane étant répartis aléatoirement dans la structure, ils ne peuvent être centrés exactement sur les octaèdres formés par les atomes d'oxygène. Aussi, la déformation d'une maille va amener à un changement du potentiel électrique au sein du matériau. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres types de structures, comme la structure ilménite et la structure tungstène-bronze. Cependant, cette dernière est plus difficile à obtenir puisque la phase stable n'est pas piézoélectrique. D'accord. Mais s'il ne l'est pas à la base, comment peut-on rendre un matériau piézoélectrique manuellement?
Lors de la fabrication d'une céramique, les atomes sont répartis de manière statistique arbitraire. Le corps macroscopique ainsi formé est donc isotrope et ne possède aucune propriété piezoélectrique. Il faut donc le polariser. Il s'agit donc de créer un fort champ magnétique autour du matériau dans le sens où on veut le polariser, de manière à orienter les dipôles électriques dans la direction de ce champ. D'accord, donc pour faire simple, on fait passer un gros courant dedans pour le polariser, quoi. Voilà, l'avantage ici c'est que le matériau va garder cette orientation après le retrait du champ magnétique, ce qui va lui conférer ses propriétés piézoélectriques. D'ailleurs, il existe beaucoup d'autres matériaux qui peuvent avoir des propriétés piézoélectriques, notamment les sels et les polymères. D'accord, je commence à mieux cerner comment fonctionne un matériau piézoélectrique. Mais dans la vraie vie, à quoi ça sert? Tu as raison, maîtriser une technologie c'est très bien, mais pouvoir l'utiliser c'est quand même bien mieux. On a de la chance, puisque les matériaux piézoélectriques sont partout. Notamment, un exemple assez connu de l'effet direct, c'est les capteurs de pression. Le signal qu'ils génèrent peut être traité par un calculateur qui va permettre de remonter à la pression initialement exercée sur le capteur. Cet effet est aussi utilisé comme générateur. Par exemple, on charge un condensateur en appuyant sur un matériau piézoélectrique, puis, après un certain nombre de cycles de charge, on transfère cette énergie sur un dipôle électrique afin de le faire fonctionner. Pour ce qui est de l'effet inverse, l'exemple le plus connu est sûrement les montres à quartz. Soumis à un courant, le quartz va se déformer, et plus exactement vibrer, ce qui va permettre de créer le signal de l'horloge. Un autre exemple est les enceintes piézoélectriques. Ici, c'est un signal électrique acheminé jusqu'au matériau piézoélectrique qui va permettre de le déformer, créant ainsi l'onde sonore. Ces matériaux sont donc au centre de la technologie moderne dans des secteurs très variés et sont la source de nombreuses recherches afin d'obtenir des matériaux avec toujours de meilleures propriétés. J'aime trop ton boule de mec.